Merci beaucoup, Monsieur le Président. Tout d'abord, je voudrais remercier mon ami Oustad Jamal Wakhdar parce que vraiment c'est un homme qui a fait énormément pour la diabétologie et l'endocrino au Maroc et surtout également le côté que je vais vous présenter aujourd'hui, le côté santé publique. J'en profite pour saluer notre grand maître Oustad Moulay Tahar Al-Alaoui qui est un grand homme de la médecine au Maroc, un homme de santé publique. Et vous allez voir que c'est important de traiter le diabète, évidemment, et la majorité des gens dans cette salle sont des grands spécialistes. Mais combien ça coûte? Quel est le parcours du diabétique au Maroc? Combien ça nous coûte? Et est-ce qu'on a les moyens de la prise en charge du diabétique au Maroc? Et quelles sont les difficultés? Je vais vous parler en primeur d'une étude qui va être publiée dans le Lancet dans 3 mois. Et donc, vous l'avez en primeur pour votre congrès, d'une étude qu'on a fait sur le parcours du soin du diabétique depuis le symptôme, tout le circuit qu'il a fait chez l'endocrino, chez le pharmacien, chez le clinicien et dans le centre de santé. Vous allez voir qu'il y a des résultats assez impressionnants dans le contexte marocain. La première des choses que je voulais partager avec vous, c'est d'abord la perception erronée sur un certain nombre d'éléments sur le diabète. Problème au Maroc, ce n'est pas un problème de diagnostic. On a les médecins généralistes et les spécialistes qui savent parfaitement diagnostiquer et traiter le diabète de type 1, de type 2. Le grand problème que nous avons, c'est le retard au diagnostic. Le grand problème que nous avons, c'est la capacité des gens à payer leur traitement. Et le troisième problème, c'est celui de gérer les complications. Et je vous donne l'exemple que ça a été publié dans une revue française sur cette jeune Marocaine, Sabrina, donc de 25 ans, et qui parle d'un certain nombre de difficultés, et qui vous parle par exemple de difficultés d'avoir des rendez-vous, 6 mois de rendez-vous alors qu'elle est diabétique, et l'accès aux soins qui joue un rôle important. Tous les diabétologues vont vous montrer les dernières recommandations internationales 2018-2019, et dans toutes les recommandations, vous allez voir on prend de plus en plus en considération la problématique du coût. Combien ça coûte pour le diabétique et qu'est-ce qu'on peut mieux faire pour d'abord qu'il ait plus d'adhérence au traitement, pour l'observance au traitement et qu'il n'y ait pas de conséquences. Et vous allez voir tout à l'heure, dans quelques instants, dans les données marocaines, que les conséquences ne sont pas uniquement cliniques ou médicales. Il y a des conséquences sociales importantes. Et nous, en épidémiologie, on parle de charge morbide, combien ça coûte sur le plan clinique, social, pronostic, fonctionnel et vital, mais également sur le plan financier. Alors, les trajectoires de soins, quelle est la trajectoire du soin du diabétique? Si je vous posais la question, vous allez me dire, mais c'est évident, la trajectoire d'un diabétique, il va commencer chez le médecin généraliste, il a besoin de choses plus compliquées, il va aller chez l'endocrino, ensuite il va aller chez le cardiologue, il va aller chez le néphrologue, il va aller chez l'ophtalmo, etc. Eh bien, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Vous allez voir que la trajectoire du diabétique au Maroc est une trajectoire qu'on a appelée dans notre article erratique. C'est une trajectoire qui n'est pas logique. Et vous allez voir dans quelques instants pourquoi. Vous le voyez dans les trajectoires dans les autres pays, il y a pas mal d'études qui ont été publiées à ce sujet. L'objectif, c'est améliorer sur le plan clinique, éviter les complications, faire de la prévention secondaire, tertiaire, etc. Tout ça, on le sait. Très belle étude qui a été publiée déjà depuis 2014 sur qui prend en charge les diabétiques. Je posais la question, qui prend en charge les diabétiques au Maroc? Vous allez me dire, c'est une évidence. C'est les endocrinos. Ah, c'est une évidence. Eh bien non, ce n'est pas une évidence. Et même dans les autres pays, étrangers, bien sûr, l'endocrino a une place extrêmement importante, centrale même, mais vous allez voir que c'est en général family medicine, c'est le diabétologue, c'est le médecin généraliste, des fois c'est le cardiologue, etc. Donc le diabétique va avoir un circuit en multi-médecins, et avec, dans le contexte marocain, nous n'avons pas de dossier médical partagé. Il peut aller chez l'endocrino, il va refaire donc des examens, il va repartir chez son médecin généraliste, il va aller dans un centre de santé, il va aller dans une clinique, et vous allez voir ce que ça va donner comme coût. Regardez par exemple dans les spécialités médicales qui prennent en charge les diabétiques en fonction du type de traitement. Si on fait que les interventions d'hygiène de vie, la majorité, donc, c'est le médecin généraliste, l'interniste et l'endocrino. Mais si vous parlez des antidiabétiques oraux, regardez, c'est l'endocrino d'abord, puis ensuite l'interniste et le médecin général. Si on parle que d'insuline, notre collègue en a parlé il y a quelques instants, c'est essentiellement l'endocrino qui va gérer la problématique donc, de l'insuline.
Les Belges ont étudié ce fameux parcours et ils ont essayé donc de voir comment on peut améliorer la prise en charge donc du diabétique en fonction donc de son type donc de parcours. Et qu'est-ce qu'ils ont découvert qui est assez intéressant, c'est qu'ils vont sur un certain nombre de paramètres, l'hémoglobine glyquée, les glycémies à jeun, ou un certain nombre donc de paramètres. Est-ce que ça joue un rôle si nous avons structuré le parcours de soins de notre patient diabétique? Si par exemple au Maroc, on se met d'accord entre l'endocrino, le généraliste, le cardiologue, le néphro, le centre de santé, le cabinet, la clinique, est-ce que ce parcours, si on le coordonne mieux ensemble, est-ce qu'on va améliorer la qualité de vie et le pronostic? Eh bien, les Belges ont répondu à cette question. Regardez les résultats, c'est extrêmement intéressant. Ils ont pris, regardez les paramètres, l'hémoglobine glyquée, ils ont pris des paramètres lipidiques, le LDL, la pression artérielle, le BMI, donc l'indice de masse corporelle, et un certain nombre donc d'éléments. Et pour tous ces éléments, lorsqu'ils ont structuré à quel moment vous devez aller chez votre médecin, au bout combien de temps, eh bien, regardez les résultats sous forme de ce qu'on appelle odds ratio, c'est-à-dire le risque relatif. Eh bien, ils ont amélioré tous les paramètres uniquement en structurant le parcours du soin du diabétique. Donc, la problématique n'est pas d'être capable donc, de traiter. On maîtrise très très bien les traitements. Chez nous au Maroc, c'est notre capacité à ce que le patient suive un parcours pour améliorer. Regardez, on a des améliorations de 34 jusqu'à 42% d'amélioration, aussi bien du pronostic fonctionnel que de la qualité de vie. Pourquoi c'est important? C'est important d'améliorer ce parcours. Oustad Belkhtar, il le sait, il était avec nous au Parlement, on a travaillé dessous. Le seul moyen pour vous, endocrino, médecins généralistes, de convaincre les politiques, de convaincre le ministre de la Santé ou le chef de gouvernement, c'est de leur dire combien ça coûte. Si vous savez que le diabète au Maroc coûte plus de 11 milliards de dirhams en frais directs, regardez ce que ça coûte à peu près à travers le monde. Les chiffres sont faramineux. C'est une pathologie qui est extrêmement lourde sur le plan financier à l'échelle mondiale. Même dans les pays les plus riches du monde, en France, aux États-Unis, eh bien au Maroc, si vous savez que le budget total du ministère de la Santé au Maroc, c'est 16 milliards de dirhams et que le diabète en frais directs coûte déjà 11 milliards de dirhams, eh bien ça vous permet d'avoir une idée sur l'importance. Et regardez donc les coûts pour que vous sachiez lorsque le parcours n'est pas structuré. Regardez pour la visite en moyenne, en fonction des pays pauvres et des pays riches, vous allez me dire ça varie de 5 $, regardez, à 40 $ en moyenne. Mais ça, c'est la consultation. Si vous rajoutez les examens biologiques, les examens radiologiques, le contrôle, l'hémoglobine glyquée, la visite chez l'ophtalmo, eh bien, ça monte très très vite. Et regardez, en ambulatoire, ça va aller de 5 à 40 $ avec une moyenne de 7. Les hospitalisations à 1 000 $, vous allez voir combien coûte l'hospitalisation dans le contexte marocain. Les médicaments de 15 à 500 $ et en plus le coût social qu'on n'a même pas évalué, c'est-à-dire le coût familial. Mais ce qui est plus intéressant, c'est de constater la variabilité entre les différents pays à travers le monde, de combien ça coûte le parcours donc, du diabétique, quel que soit le type de spécialiste chez lequel il va. Et regardez, on a l'Inde, on a le Nigeria, la Thaïlande, la Chine. Et regardez, ça peut varier de 20 $ pour la Thaïlande, par exemple pour les examens de laboratoire, à 194 $. Pour les médicaments, ça varie de 42 $ jusqu'à 700 $. Eh bien, ces chiffres, mes amis, on les retrouve exactement au Maroc. Vous allez voir, je vais vous montrer les chiffres des hôpitaux publics marocains et les chiffres des cliniques privées au Maroc. Et vous allez voir la différence qui est assez intéressante. Ça, ce sont les données qui ont été publiées à travers donc, le monde. Et on va voir dans quelques instants les données marocaines. Et ceci, quel que soit ce que vous prenez. Insuline, antidiabétiques oraux également. Cette étude qui a été publiée en 2016, extrêmement intéressante également, c'est une étude de cohorte et qui a essayé de voir, si on prend le diabète seul, quelle est sa charge globale. Et là aussi, regardez, la charge est énorme. Elle va varier donc, de 40 000 à 50 000 dirhams si on intègre tous les coûts donc, du diabétique. Je ne vais pas revenir sur tout maintenant les indicateurs. En économie de la santé, on a développé énormément d'indicateurs, des indicateurs qu'on appelle la qualité de vie, les années de vie perdues, la charge morbide. Tout ça, les économistes de la santé le savent très bien. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais ce sont aujourd'hui les indicateurs dont on tient compte dans les maladies chroniques, par exemple, sur les années de vie perdues par incapacité, ce qu'on appelle les DALI en anglais, qui est une association entre les années vivant avec une incapacité et les années de vie perdues. C'est-à-dire, si vous perdez un Marocain qui a 42 ans à cause de son diabète, alors que l'espérance de vie au Maroc est à 75 ans, le Maroc vient de perdre
33 années de productivité sur le plan social, économique et également sur le plan humain. Et quand on le calcule, qu'est-ce que ça veut dire perdre au Maroc 33 années de productivité ou d'impact socio-économique? Eh bien, c'est important pour un pays comme le Maroc. Eh bien, voici les chiffres. Maintenant, si on fait des interventions, si vous faites uniquement un programme d'activité coordonné en tant que médecin, regardez ce que vous pouvez économiser comme année, 6,8 ans d'espérance de vie supplémentaire pour un diabétique. Et si vous lui donnez à manger correctement, un plan nutritionnel adapté, nous gagnons jusqu'à 8,2 années de vie pour ce diabétique. Alors, évidemment, tous ces chiffres sont intéressants, mais qu'est-ce qu'on a fait? On est parti sur le terrain. Et on a interrogé les Marocains, on a fait 32 focus group à travers tout le territoire, y compris à Oujda, partout. On est parti également à Laayoune, Dakhla, etc. Et on a interrogé les Marocains, on a pris des focus group, des hommes et des femmes, Ramed, non-Ramed, AMO, non-AMO, assurance privée. Et on a essayé donc de voir qu'est-ce qu'ils pensaient de notre système de santé quand ils étaient diabétiques. Comment ça se passe? Est-ce qu'ils sont satisfaits? Pas satisfaits. Et ensuite, on a fait une enquête auprès des ménages. On a pris 2800 ménages à travers le territoire marocain et 7400 expériences de diabétiques. Et regardez, les résultats sont assez intéressants. Et avec un certain nombre, je ne vais pas vous présenter tous les résultats, ou sinon on ne pourra pas les publier, mais je vais vous présenter les résultats qui sont intéressants. D'abord, dans l'imaginaire de la santé des Marocains, quand on essaie de classer les maladies qui sont les plus graves, figurez-vous que le diabète ressort parmi les maladies les plus importantes, les plus graves dans l'imaginaire des Marocains, au même titre que le cancer et un certain nombre de pathologies. Donc le diabète représente chez nous, dans notre imaginaire, une problématique de santé extrêmement importante, et quel que soit le niveau de vie. Deuxième élément important, les Marocains diabétiques, on a étudié toutes les pathologies, diabète, hypertension, ont une image, malheureusement, et qui est souvent fausse, une image très négative de notre système de santé. Ils ont une perception négative. Quand on a interrogé les Marocains, vous allez voir, il y a à peu près 68% qui ont une image très négative du système de santé. Et quand ils sont diabétiques, elle est encore plus négative dans le système de santé. Alors on s'est interrogé, pourquoi est-ce que les diabétiques pensaient que notre système de santé n'était pas bon, alors que dans certaines situations, notre système de santé, aussi bien public et privé, est assez intéressant. Alors regardez par exemple ce qu'a dit F, 45-60 ans, C2, c'est une vraie mafia, il n'y a que la corruption, les coups de piston qui peuvent aider dans les hôpitaux. Ça, c'est une perception. Ce n'est pas spécialement une réalité. On n'a pas de santé au Maroc. Si tu as de l'argent, tu reçois le traitement. Sinon, tu meurs en attendant. Regardez la perception. Très souvent fausse, mais c'est la perception des gens. Regardez également sur les services de soins. Et vous allez voir comment ils comparent dans la perception des gens. À chaque fois, on a catégorisé diabétique, non diabétique, etc. Et vous allez voir la manière dont ils perçoivent tout notre système de santé. 6 paramètres sont ressortis, assez intéressants. Les médecins, qu'est-ce qu'ils pensent des médecins? Qu'est-ce qu'ils pensent de l'hygiène et la propreté? Les infrastructures, les délais de prise en charge, le coût et la satisfaction globale, plus le personnel paramédical. Alors regardez dans le secteur public et le secteur privé. Quand c'est vert, ils sont heureux, et quand c'est rouge, ils ne sont pas heureux. Alors dans le secteur public, ils disent que les médecins, dans le secteur public, les CHU particulièrement, sont plus compétents que les médecins du secteur privé. C'est la perception. Il se dit, allez au CHU, dans un hôpital public, les médecins sont plus compétents. Le grand problème que nous avons dans les hôpitaux publics, c'est les délais d'attente, c'est l'hygiène, c'est l'accueil et les risques et le coût. Mais la bonne nouvelle, c'est le coût accès. Par contre, dans le privé, c'est mignon, il y a du marbre, c'est propre, les infirmières sont plus jolies. Mais mon Dieu, c'est hyper cher. C'est hyper cher et le prix est inacceptable avec surfacturation, etc. Mes amis, je suis en train de vous parler de perception. La perception n'est pas toujours la réalité. C'est ce qu'on perçoit. Mais on continue plus loin. Regardez la comparaison entre le public et le privé sur les délais de prise en charge, les infrastructures, l'hygiène et la propreté. Voilà un petit peu ce qui est intéressant. Et le dernier élément, avant de passer au parcours du diabétique, 2 éléments déterminent le parcours, c'est la gravité et les capacités financières. Voici 3 éléments qui ressortent, la localisation géographique, le régime de couverture et le quota imprévisible. Si je vous posais la question, quel est le premier contact du Marocain avec le système de santé? Quand j'ai commencé cette étude, j'étais persuadé que tout le monde va me dire le centre de santé ou le cabinet. Je me suis trompé.
C'est absolument pas ça. Le premier contact du Marocain avec le système de santé, c'est la pharmacie. C'est ça le premier contact. C'est absolument pas le centre de santé. Et on a les chiffres, vous allez les voir dans quelques instants. C'est absolument pas le centre de santé, alors que j'étais persuadé, pour avoir travaillé X années de ma vie dans la santé publique et maintenant dans le privé, ben j'étais sûr que c'était ça. Eh bien, pas du tout. C'est exactement la pharmacie. Et on a catégorisé par type de couverture. Ceux qui n'ont aucun régime de couverture, ceux qui ont le RAMED, ceux qui ont l'AMO ou la CNOPS, hein, parce que dans leur tête, c'est la même chose, et ceux qui ont une mutuelle privée. Prenons le cas du diabète, spécifique au diabète. On a toutes les maladies chroniques, hein, pas toutes, hein, l'insuffisance rénale, on a pris l'hypertension, on a pris le cancer, on a pris les maladies mentales, mais pour le diabétique, pour une personne qui souffre de diabète, par exemple, elle peut dépenser jusqu'à 5 000 dirhams par an, où le plus important, c'est de guérir, l'accueil, le prix, on peut le régler, mais l'important, c'est de guérir, la santé passe avant tout. Ça, c'est la perception. Regardez un diabétique qui n'a pas de couverture, ou qui a le RAMED, ou avec le RAMED. Quel est son parcours? D'abord, au niveau du diagnostic, médecin généraliste d'abord, avant tout. Ensuite, s'il y a un problème, il va aller chez l'endocrino. Mais c'est d'abord donc le médecin généraliste, en commençant par la pharmacie. Si c'est une urgence, la majorité du temps, ça va être hôpital public ou le CHU, sauf quand il a une couverture médicale. Alors on est parti confirmer ces données sur le terrain. On a pris un échantillon de 1812 ménages, 7400 expériences. On avait dans l'échantillon, et intéressant, 19% de diabétiques, 350 cas, 69% en milieu urbain, 55% d'inactifs, 67% étaient mariés, 44% avaient moins de 2500 dirhams de revenus par mois, et 29% n'avaient pas de couverture médicale, 28% le RAMED, 31% l'AMO et 11% le privé, et 64% d'échantillons étaient des femmes. Eh bien, l'utilisation des services de santé par les diabétiques, c'est d'abord et avant tout la pharmacie. Et après la pharmacie, c'est après la pharmacie qu'on va avoir les unités donc, de soins, le centre de santé ou le cabinet médical. Et voici le parcours du diabétique. Ceux qui ont été au centre de santé, 52% étaient insatisfaits, 20% ont séjourné au moins 4 jours à l'hôpital, 45% ont séjourné au moins 4 jours à la clinique, 35% n'ont pas eu d'amélioration à l'hôpital et 16% à la clinique. Et ceux qui n'étaient pas insatisfaits de leur séjour, voici les raisons de l'insatisfaction. Infirmière, restauration, hygiène, procédures. Mais ce qui était important, c'est 60% étaient insatisfaits quant à la facturation de la clinique. Et voici le parcours. Alors le parcours du diabétique, il est le suivant. La majorité vont commencer, en fonction encore une fois donc des catégories, on enlève le RAMED. 46% c'est un cabinet médical. Et puis ensuite, ça va entre le centre de santé et l'hôpital public, et 2,3% seulement la clinique, 2,7% intéressants chez les traditionnels, et 1% ne font rien du tout. Si maintenant vous vous intéressez à ceux qui ont été hospitalisés à l'hôpital public, voici leur trajet. 33% ont commencé par un centre de santé, 23% n'ont rien fait du tout, 28% sont allés dans un cabinet privé, 9% ensuite sont allés à la pharmacie et 2,8% ont terminé dans une clinique privée. Si maintenant on voit le parcours du diabétique avant d'atterrir dans une clinique privée, 43% ont commencé dans un cabinet médical privé, puis ensuite 20% n'ont rien fait du tout, 16% sont allés à la pharmacie, 11% ont atterri à l'hôpital public et 7,8% ont terminé dans un centre de santé. Regardez le parcours, hein, regardez ce fameux parcours hein, qu'on ne comprend plus, et 1% ont terminé chez le traditionnel. Quand vous regardez les coûts qu'ont dépensé ces gens, si vous regardez à l'hôpital public, et regardez ce qui a coûté le plus cher, ce qui a coûté le plus cher, c'est le séjour à l'hôpital, hein, 873 donc, dirhams. Pour rentrer à la maison, regardez par exemple 39 dirhams 95, hein, donc en moyenne, hein, c'est une moyenne sur tout l'échantillon. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas de voir combien les gens ont dépensé à l'hôpital public, c'est de comparer entre l'hôpital public et la clinique privée. Et bon, on l'a fait. Regardez la comparaison entre l'hôpital et la clinique privée. Je suis un fervent défenseur de l'État et un fervent défenseur des structures publiques.
il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Regardez la comparaison entre un séjour d'un diabétique dans une clinique privée et le séjour à l'hôpital. À l'hôpital, en moyenne, c'est 3062,64 dirhams et dans une clinique, c'est 22 257 dirhams. C'est-à-dire l'écart est fois 7 entre, pour la même durée de séjour, pour la même pathologie, pour le même type de traitement. Antidiabétiques oraux, insuline, le même type donc, de pathologie. Et regardez l'écart, mes amis, où est-ce qu'il est le plus important. Dans 2 niveaux, et peut-être mes amis endocrinos pourront nous l'expliquer, l'écart est majeur chez les médicaments et l'écart est majeur dans la durée de séjour. Ce sont les écarts majeurs. Alors, est-ce que ça change une chose si le diabétique a une couverture médicale? Oui, mes amis, ça change. Ça change beaucoup de choses. Est-ce qu'il est ramédiste ou est-ce qu'il a l'AMO ou est-ce qu'il a le privé? Alors, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'il y a des ramédistes qui ont utilisé les structures privées pour se faire soigner. Alors qu'ils sont ramédistes, ils ont droit aux structures publiques, ils sont pas partis. Et regardez un petit peu quels sont les niveaux de satisfaction. Les niveaux de satisfaction, regardez, les diabétiques de type 2, 67% ne sont pas satisfaits. Et ce qui est intéressant, c'est que si on interroge les diabétiques, on dit « mais dans le futur, vous dites que les meilleurs médecins sont dans le public. Donc dans le futur, si jamais vous êtes diabétique compliqué, vous allez aller dans un hôpital public au CHU. » Ils répondent « 54% non, j'irai dans une structure privée. » Pas à cause des médecins, mais à cause des conditions d'accueil, de la restauration, etc. C'est assez intéressant de voir comment les gens réfléchissent. On a synthétisé tout ça sous forme de circuit. Et voici le circuit. C'est pour ça qu'on a parlé du circuit un petit peu erratique, qui n'est pas logique, et c'est important pour nous. L'urgence dans notre pays, c'est de faire les filières de soins, de les respecter, d'avoir un parcours du soin. Regardez, à partir de la demande, c'est la pharmacie, centre de santé, cabinet, hôpital et clinique. Ce qui est en blanc, c'est le cheminement classique qui devrait être logique. Et ce qui est en bleu, c'est le cheminement donc, le plus fréquent, qui n'est pas un cheminement logique donc, du patient, avec le 9 et le 10 étant des parcours qui sont possibles. Je rejoins ce qu'a dit ma collègue il y a quelques instants à propos des outils connectés. Je n'ai pas intégré les prix et les coûts des outils connectés. Quand il va y avoir les outils connectés, la télémédecine, et ça va se développer dans notre pays, c'est d'autres considérations qu'il va falloir qu'on prenne en compte dans les coûts. Qui va payer, qui va facturer, comment ils vont payer, est-ce qu'ils vont payer en ligne, etc., etc., etc. Vous allez voir, vous êtes au courant que la télémédecine ne sera pas uniquement accessible pour les structures publiques, elle sera également accessible pour les structures privées, les cliniques dans un premier temps, et même les cabinets médicaux auront le droit de demander d'accéder à la télémédecine. Et là, vous allez voir les problématiques donc, de facturation. Je terminerai sur les points sur lesquels, à mon sens, nous devrions tous travailler ensemble. Ministère donc, de la Santé, responsable, ANAM, CNOPS, les profs des CHU, le secteur privé. Agir sur les facteurs de risque. Professeur Abdelkader, on l'a fait, puisqu'on a, avec un groupe donc, de médecins, on a imposé la taxe soda l'année dernière au Parlement. Je pense que c'est une victoire importante, avec le Moroccan Obesity Task Force. L'éducation pour la santé, pour la population, il faut qu'on travaille le maximum pour que la population ait un parcours de soins coordonné et structuré. Il faut encore agir, et je demande à mes amis endocrinos également d'aider dans ce sens la formation donc, des médecins, tous les médecins, médecins généralistes, les autres types de spécialistes, les internes, les résidents, tous nos collègues. Les protocoles de prévention primaire, secondaire et tertiaire. Il faut que nous ayons au niveau donc, de l'ANAM, que nous travaillions avec l'ANAM. Il y a déjà des protocoles pour le diabète, mais elle est encore beaucoup plus loin sur un parcours coordonné donc, de soins, avec le ministère, l'ANAM, la CLOPS et la CNSS, un parcours de soins coordonné, pertinent, mais répondant aux besoins. Je ne crois pas que les parcours sont tous logiques au niveau national. Le Maroc est dans une logique de régionalisation. Il faut également qu'on pense région. Le comportement du patient à Oujda n'est peut-être pas le même comportement donc, du patient à Goulmim, ou à Tata, ou à Jdida, ou à Casablanca. Il faut également qu'on ait une réflexion de parcours de soins qui soit un peu plus régionale. Et bien sûr, avec nos collègues des établissements publics et privés, les cliniques, les hôpitaux, mettre en place ce qu'on appelle un dossier médical partagé.
Nous ne pouvons pas échapper à cela. Il faut que nous ayons au Maroc un dossier médical partagé pour que le patient qu'il ait au centre de santé, à l'hôpital, à la clinique, au CHU, on puisse avoir un follow-up, un suivi donc, de ce patient. Parce qu'il nous restera 2 enjeux majeurs, et je terminerai par ça, Monsieur le Président. Nos 2 enjeux majeurs sont à ce niveau. Un, les facteurs de risque. Vous connaissez la consommation donc, des Marocains, non pas uniquement de sucre. Mon ami Hassan Agnaou, je ne sais pas où est-ce qu'il est, dit toujours que les Marocains sont des roubzivores. On est dans une perspective de trop sucré, trop salé et trop gras. C'est notre premier enjeu. Il faut qu'on travaille pour l'éducation, pour la santé. Et notre deuxième enjeu, et je demande à mes amis, collègues cliniciens purs et durs, n'oubliez pas l'enjeu économique. L'enjeu économique peut nous faire perdre un certain nombre donc, de patients et peut mettre en jeu aussi bien le pronostic fonctionnel et vital. Parce que les politiques ne vont comprendre qu'un seul langage. C'est combien ça nous coûte et si on veut mettre en place un programme, combien nous pouvons économiser donc d'argent. 3 pathologies, mes amis. Hypertension, diabète, insuffisance rénale, ces 3 ensemble nous permettraient de multiplier par 4 le budget du ministère donc, de la Santé. Ces 3 pathologies, ces multiplications par 4 le budget du ministère de la Santé si nous ne faisons pas aujourd'hui l'éducation pour la santé et la prévention primaire. Merci beaucoup, Monsieur le Président.